la dynastie la plus ancienne d'Europe, la maison de Saxe-Cobourg et Gotha. Leurs racines remontent au Moyen Âge et leurs ancêtres ont régné en tant que princes électeurs saxons et ducs de Cobourg. Au XIXe siècle, ils se sont imposés comme la dynastie la plus importante de l'époque. Les maisons royales de Belgique et de Bulgarie ont régné sur la Grande-Bretagne et le Portugal, se mariant dans les palais royaux de toute l'Europe. Aucune dynastie ne s'est jamais autant étendue. Aujourd'hui, il n'y a pas de maison royale qui ne leur soit apparentée, ce qui fait des Cobourg la véritable famille européenne. Dynastie royale, les Cobourg. Je jure de maintenir l'indépendance du pays et l'intégrité de l'État. Le 23 juillet de 2013, la Belgique a fêté son nouveau couple royal, le roi Philippe et la reine Mathilde. Pendant plus de 180 ans, un Cobourg a été roi des Belges. La différence entre roi de Belgique et roi des Belges est très importante. La démocratie. Un roi démocratique est très reconnaissant envers son peuple pour son pouvoir. Tous les nouveaux rois doivent prêter serment devant les représentants de son peuple. C'est comme ça que cela doit être, comme s'il signait un nouveau contrat avec la famille Saxe-Cobourg et Gotha et le peuple belge. Étant le 7e roi des Belges, Philippe a succédé à son père Albert au trône. C'est un roi très réservé, pas jovial comme son père, qui trouvait facile le contact avec le peuple. Philippe a pris son rôle de roi et assuma avec enthousiasme ses devoirs comme chef d'État. Même pendant le discours d'inauguration, il a souligné qu'il connaissait parfaitement les différences d'état d'esprit entre le nord et le sud du pays. Il veut et il respectera les régions et le fait régional. L'unité du pays est primordiale, une entreprise de grande envergure pour le nouveau numéro 1. Avec 3 populations divisées politiquement, culturellement et linguistiquement, il est important de les maintenir ensemble. Les Flamands néerlandophones du nord, les Wallons francophones du sud et une minorité germanophone. Le séparatisme gagne du terrain et il y a du capital en jeu. Les Flamands, plus aisés, ne veulent plus subventionner les Wallons, plus pauvres. Le multiculturalisme est une tradition belge, même s'il n'y a pas toujours un accord sur ce point, ou si la monarchie peut l'équilibrer. Sont-ils considérés comme particulièrement cosmopolites? Dans le monde entier, la petite Belgique est considérée comme particulièrement spéciale. Nous avons 2 fois plus d'ambassadeurs à Bruxelles qu'à Berlin, car l'OTAN et de nombreuses institutions européennes y résident. Nous avons 50 000 diplomates à Bruxelles. De nombreux liens sont établis grâce à l'environnement et à la personne de notre roi. L'histoire de la maison royale est l'histoire du pays. Comme un miroir reflétant la politique européenne, ce qui explique aussi pourquoi la Belgique a été la cible de terroristes islamistes en guerre contre l'Occident. Mesdames et messieurs, nous avons relevé ensemble des grands défis. Le 22 mars 2016, les explosions ont secoué la ville. Je souhaite vous encourager à renforcer tout ce qui contribue à l'unité et à la justice dans notre société actuelle. 32 morts et plus de 300 blessés sont le résultat des attaques de Bruxelles.
La recherche de l'unité au milieu d'une telle diversité est la force motrice de la plupart des habitants de notre pays. Ce jour-là changea la Belgique. Le roi demanda de l'unité. La reine et moi vivons au quotidien leur engagement exceptionnel, professionnel ou bénévole en faveur de notre pays. Tous ceux qui ont besoin du même enthousiasme ont également besoin aujourd'hui d'un projet européen. C'est une voix qui a du pouvoir. Depuis son couronnement, il a prononcé à plusieurs reprises des discours faisant l'éloge de l'Union européenne. Il défend l'unité de la Belgique, mais au sein de l'Union européenne, qu'il juge indispensable. Le roi Philippe est un Européen loyal. Il a dit « Je sens que je suis Européen dans les gènes et dans le sang ». Avant tout, c'est une dynastie européenne dont les racines se trouvent à Cobourg, en Haute-Franconie. Depuis le XVIe siècle, les ducs du Saxe ont leur siège à Cobourg, qui compte aujourd'hui 40 000 habitants et constitue une destination culturelle pour les amoureux, les royaux et les romantiques. Ce drôle de petit duché au milieu de nulle part, comme disent les Anglais, a une histoire fascinante. L'amour des Cobourg pour la construction est aussi légendaire que coûteuse. À la fin des années 1700, la ruine financière menaçait la famille. Les montagnes de dettes ont littéralement tué le duc François-Frédéric Anton, quoi qu'il fasse. Les charges d'intérêt étaient écrasantes et le remboursement impossible. La seule chose dont le duc regorgeait, c'était les enfants. Au départ, ce groupe de 7 personnes menaçait de lui arracher les cheveux, mais il s'est avéré être la clé du succès de Cobourg. Le duc Frédéric était connu pour être souvent, en toute franchise, fauché. Il a même dû être soutenu par un financier de Cobourg avant que la cour de Russie ne lance un appel pour trouver un bon parti pour les petits-enfants de la grande Catherine. Il a été décidé ici à Cobourg que 3 filles partiraient en Russie. Plus charmantes que les autres, Juliana est l'élue. Nouvellement rattachés à la puissante maison des tsars russes, les Cobourg atteignent de nouveaux sommets. Il faut désormais un flux constant de capitaux en provenance de Russie. D'autre part, c'est aussi une réassurance européenne pour le petit-duché allemand, menacé par les bouleversements de la Révolution française et, naturellement, dans le cadre de l'inventaire de Napoléon. Le statu quo est ainsi garanti. Quoi qu'il en soit, le fait d'être apparenté à la puissante famille impériale russe s'est avéré incroyablement précieux et rassurant en ces temps périlleux. Londres, juin 1814. Le continent s'est débarrassé de Napoléon et ses adversaires célèbrent son abdication. Dans l'entourage du tsar se trouve le fils cadet du duc Francis Friedrich Anton de Cobourg, le prince Léopold. Le prestige de la victoire sur Napoléon a également déteint sur lui, bien qu'il n'ait pratiquement rien à voir avec cette victoire en termes de performance militaire. Avec son apparence élégante, il fit sensation. Avant tout avec l'héritière du trône britannique, son Altesse royale, la princesse Charlotte. Votre Altesse royale, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi. Ce prince de Cobourg est parfait. Son petit-duché ne remet en cause la hiérarchie de personne. Ce qui est tout à fait favorable à la paix en Europe et à l'équilibre des forces. Surtout, elle l'aimait bien.
Ils se sont mariés et se sont aimés. À cette époque, les mariages royaux se faisaient rarement par amour. Mais l'attraction est palpable. Charlotte était une jeune fille qui avait besoin d'un homme pour s'occuper d'elle, et Léopold se délectait du rôle de protecteur. Charlotte était si amoureuse qu'elle déclara « Lorsque je serai reine, il ne sera pas prince consort, mais roi ». Ce bonheur ne dure cependant pas longtemps. En novembre 1817, moins de 18 mois après le mariage, l'enfant de Charlotte est mort-né et elle-même meurt. Sa mort plonge Léopold et son pays dans un profond deuil. Léopold écrit « 2 générations ont disparu. Au même moment, ma Charlotte a quitté son pays. Ils l'ont perdue. C'était une femme bonne et admirable. Personne ne connaissait Charlotte mieux que moi. C'était mon devoir de la connaître en tant que personne, même si c'était avant tout mon accomplissement. » Le jour de la mort de Charlotte, Léopold a tout perdu. Sa femme, son enfant, la couronne et son pays aussi. Cependant, le destin le mena à son royaume, en Belgique. Lors de la Révolution belge de 1830, la Flandre et la Wallonie ont réussi à renverser l'hégémonie néerlandaise sur elle. En tant qu'une, elles ont créé un État. Nous étions entourés de royaumes. Et même si nous avions penché pour la fondation d'une république, nous n'aurions eu aucune chance. C'est pour cette raison que nous cherchions un bon roi. Nous avons frappé à de nombreuses portes, mais aucun compromis n'a été trouvé. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur un gentilhomme du clan Saxe-Cobourg d'Allemagne qui était disponible. Nous avons pu le convaincre et c'était un bon choix. Le 17 juillet 1831, sur la plage de La Panne, Léopold rejoint le rivage et son nouveau royaume. 4 jours après, ce prince Cobourg a prêté serment au cours d'une simple cérémonie en tant que premier roi des Belges. Il a dû prêter serment sur cette constitution dans le cadre d'un dialogue avec son peuple. Ce n'est qu'après avoir accepté sans réserve la constitution qu'une figure monarchique est apparue sur scène, en quelque sorte par un tour de passe-passe unique. Je jure de respecter la constitution et les lois du peuple belge, de préserver l'indépendance du pays et de protéger son intégrité territoriale. Ni faste ni couronne, seul un trône est habilement mis en scène. Les symboles de la gloire royale n'ont pas leur place dans la monarchie parlementaire de ce royaume citoyen, comme le veulent les Belges. En Belgique, la monarchie bourgeoise a été politiquement dominante jusqu'à ce jour, sans interruption depuis 1831, un concept crédible que les Cobourg ont incarné de manière crédible en étant sur le trône belge. Les Belges nomment leur premier roi Pater Patriae, père de la nation. Grâce à ses relations et à son habileté diplomatique, Léopold améliore la Belgique et sa dynastie. Il devient l'architecte de l'ascension de Cobourg. Il propose son neveu Ferdinand à la reine du Portugal. Sous le nom de Ferdinand II, il y a tenu le sceptre. La sœur de Léopold a épousé le duc de Kent et ce mariage a donné naissance à la légendaire reine Victoria qui allait régner sur l'Empire britannique. C'était la politique matrimoniale de la couronne. Léopold de Belgique a marié son neveu Albert, originaire de Cobourg, à Victoria. Le plan du roi Léopold a fonctionné. Ce fut un coup de foudre entre Victoria et Albert. C'est le coup de foudre.
Après leur mariage en février 1840, la maison de Hanovre est remplacée, après plus d'un siècle sur le trône britannique, par la maison de Saxe-Cobourg-Gotha. Cet état de pain noir, comme le poète Thackeray appelait cette principauté de Ménufretin, s'est marié avec la plus grande monarchie de son temps. Pour ainsi dire, c'était en soi comme un porte-avions d'où l'on pouvait lancer sa célébrité. Aujourd'hui encore, l'histoire d'amour entre la femme la plus puissante de la planète et son galant prince consort a captivé l'imagination, y compris sur grand écran. Jenny Hugo, Romy Schneider et Emily Blunt ont toutes joué le rôle de la femme dirigeante passionnée. Ne bougez pas. Je trouve que le nez est un défi. Mais les jardins du palace de Buckingham sont bien... Vous avez bougé. Et vous souriez. Victoria est une légende et une époque entière porte son nom. Impossible. Vous êtes pire que lui. À l'époque victorienne, la Grande-Bretagne régnait sur la moitié du monde et sa souveraine se sentait bien conseillée par son prince consort de Cobourg, Albert. Il a en fait tempéré et apaisé la reine, cette Victoria sauvage, rebelle et sujette aux crises de colère, en l'orientant vers une monarchie constitutionnelle. Au début, elle n'était plus indépendante. Elle voulait jouer avec les partis politiques et était sujette à des scandales, ce qui n'était pas souhaitable. Vous voulez que la reine soit au-dessus de la politique. Le Parlement détient le pouvoir et c'est là, je crois, compte tenu de l'histoire de la monarchie britannique, l'une de ses plus grandes réussites absolues. Il a été le pionnier de la méthode moderne. Albert avait ses propres chats à fouetter. Il a fondé une colonie de travailleurs sur le Battersea, reformé l'université de Cambridge et organisé la première exposition universelle à Londres. De nombreux monuments commémorent le prince consort et portent son nom. Les prédécesseurs de Victoria avaient, après tout, mené une vie honnête. Ce fervent partisan du progrès est arrivé au Parlement en provenance d'Allemagne et tout le monde l'a regardé de haut. Mais ils ont vite appris à faire mieux que cela. Albert et Victoria ont été considérés comme un coup de chance pour la couronne. Leurs 9 enfants, 40 petits-enfants, 88 arrière-petits-enfants, 165 arrière-arrière-petits-enfants et environ 310 de leurs enfants ont assuré la survie de la dynastie. Dans toute l'Europe, les descendants de Victoria et Albert règnent, dont les fêtes de famille sont encore aujourd'hui des sommets royaux. Sauf les familles royales des Pays-Bas et de Monaco, toutes les familles royales européennes remontent à Cobourg. Nous devenons un club ou quelque chose de similaire. Ces connexions entre nous tous sont là. Pourtant, nous sommes proches et nous nous visitons régulièrement. Au-delà, la ville est vraiment charmante. Il y a beaucoup de bonnes raisons de venir à Cobourg. En tant que citoyen d'honneur, parrain ou invité de mariage, par exemple, s'il y a une célébration à Cobourg, la moitié de la noblesse européenne y est exceptionnellement. Comme à l'été 2009, lorsque le prince Hubert et sa fiancée Kelly se sont dit oui. Voir tous les membres de la famille là, bien sûr, c'est assez intéressant, mais en fin de compte, nous avons un point de départ commun. Ce qui me surprend toujours, c'est que dans tant de maisons, il y a tout simplement cette connaissance de l'histoire qui prévaut aujourd'hui et que, pour la plupart, l'origine n'est pas sans importance. En provenance de Cobourg. Partout à Cobourg, nous sommes rappelés aux bons soins de la famille royale anglaise, pas la belge. C'est complètement injuste. Ce n'est pas la reine Victoria qui a été la grand-mère de l'Europe, mais Léopold, son grand-oncle,
qui a brodé la toile familiale. Si Léopold Ier est considéré comme un roi progressiste, son fils Léopold II a une réputation très douteuse. Léopold II rêvait d'une Belgique plus forte, plus riche et plus belle, et avait une vision pour y parvenir. Il voulait étendre la Belgique par la colonisation. C'est ainsi qu'il s'intéressa à la région qui est aujourd'hui le Congo. Il a payé de sa poche cette colonie. Le Parlement s'y oppose, mais Léopold est indifférent et achète le pays en 1874 pour en faire sa propriété personnelle. C'était à l'époque du boom du caoutchouc. Pour atteindre les quotas maximum, les soldats de Léopold ont agi brutalement contre la population. Des hommes, des femmes et des enfants furent torturés, mutilés et assassinés. Le despotisme et les atrocités belges commises au Congo sous Léopold II coûtèrent des millions de vies. Léopold II demanda à arrêter ces atrocités, même s'il y contribuait également. Le profit n'était pas en cause. Il fallait produire du caoutchouc et le Congo devait faire du profit. Ce qui signifie qu'il assumait personnellement la responsabilité de ces atrocités. Il a régné sur le pays en tant que monarque absolu. Peu à peu, la période la plus sombre de l'histoire belge a été traitée. Léopold II a longtemps été considéré comme un grand architecte. Avec les revenus de sa colonie privée, il fait construire des magnifiques bâtiments, comme l'actuelle serre royale de Laeken. Ils ont dissimulé la face cachée de son règne, expression d'un passé colonial douteux. Le roi Philippe et la reine Mathilde vivent dans le château voisin avec leurs 4 enfants. La jeune princesse Éléonore, les princes Gabriel et Emmanuel, et l'héritière du trône, Élisabeth. Un jour, elle sera la première reine des Belges. Les 2 parents s'occupent de l'éducation des enfants royaux de manière égale. Ils font la loi en tant que couple, en se partageant les tâches. Ils s'occupent des sujets économiques et politiques, tandis que la reine s'occupe des questions sociales et culturelles. Elle a contribué à redorer le blason de la monarchie, lui conférant même une touche de glamour. En tant qu'aristocrate issu de la vieille noblesse belge, son habileté à se produire sur la scène internationale a été un succès assuré pour Mathilde. Ancienne orthophoniste, ayant son propre cabinet, elle a étudié la psychologie et obtenu son diplôme avec mention d'honneur. Elle est mère de la nation et de 4 enfants. Les parents préparent déjà la princesse héritière à son rôle. Élisabeth apprend les 3 langues officielles du pays, ce qui est bien accueilli, même par les Flamands, avides d'indépendance. Le roi et la reine initient intelligemment la princesse au pouvoir, compte tenu de la complexité de la Belgique. C'est un pays où se parlent plusieurs langues dans des sociétés différentes. La place de la monarchie dans tout cela est importante et complexe. Comme les Belges, le peuple bulgare de 1800 choisit une monarchie pour les gouverner après 500 ans de domination ottomane. Dans ce cas également, le monarque devait être issu d'une maison royale européenne, le prince de Cobourg-Ferdinand ayant été choisi. Il devait conduire l'État des Balkans vers une nouvelle ère. En quelque sorte, la Bulgarie sortait tout droit du Moyen-Âge et avait besoin d'infrastructures de transport. Elle avait également besoin d'une population confiante, prête à contribuer à l'importance du pays. Et devait établir des relations avec les États voisins, puis avec les autres grandes puissances européennes. Cela a créé une situation extrêmement compliquée dans laquelle ce bon vivant et supposé faible s'est avéré être un acteur politique ferme et affirmé, ce qui a surpris tout le monde et peut-être lui-même.
Âgé de 26 ans, Ferdinand a tendance à avoir des manières et à être pompeux. Pour nous, il était le monarque. Il suffisait de le dire et il était certainement une personnalité imposante. Cela lui a permis de développer son caractère et d'éveiller en lui l'ambition de rattacher à nouveau la Bulgarie à l'Europe dès qu'il accéderait au pouvoir. Le peuple bulgare voulait se libérer de l'influence de la puissance turque. Ferdinand s'est placé à la tête du mouvement national et a conduit pacifiquement les Bulgares vers leur but. Le 8 octobre 1908, il proclame l'indépendance de la Bulgarie et se proclame tsar. Il faisait face à un grand danger, la Bulgarie se trouvant sur une ligne de fracture dans les Balkans, où les différences politiques s'affrontent très violemment. Dans ce contexte, Ferdinand souhaitait réunifier les régions du pays telles qu'elles étaient avant la domination ottomane et reconquérir leurs territoires perdus. Il vit une opportunité dans la Première Guerre mondiale en s'alliant avec l'Empire allemand. Cette guerre devint une guerre entre frères. Sur tous les fronts, les Cobourg étaient les ennemis les uns des autres. Sur le trône britannique, George V, petit-fils de Victoria et d'Albert, s'était longtemps accroché à ses racines allemandes. Cependant, lorsque des avions construits à Gotha ont largué des bombes sur Londres, les liens familiaux ont été réduits en miettes une bonne fois pour toutes. George a changé le nom de famille Saxe-Cobourg-Gotha de sa famille pour le nom inventé de Windsor. La Première Guerre mondiale a frappé fort la Belgique, le pays tombant sous l'occupation allemande. Certaines des batailles les plus sanglantes se sont déroulées sur le territoire belge. Le roi Albert Ier a fait comme son cousin britannique en renonçant au nom de Saxe-Cobourg. Le principe de Cobourg, qui consistait à saturer l'Europe de descendants, a bien fonctionné en son temps, mais il a été brutal lorsqu'il n'avait plus de raison d'être, et le déclenchement de la Première Guerre mondiale l'a mis en évidence, balayant tout pour maintenir les liens familiaux. L'un d'entre eux, Ferdinand, était du mauvais côté. Allié des Allemands, la Bulgarie se sentait redevable de leur reddition. Après cette défaite, Ferdinand abdique. Il retourna ensuite à Cobourg, berceau de la dynastie. Le Reich allemand n'existe plus comme avant. La monarchie était évincée, emportant avec elle la souveraineté princière et les privilèges nobiliaires. Les familles princières étaient désormais des citoyens comme les autres, ce qui constitue une disgrâce insupportable, en particulier pour le patriarche, le prince Charles-Édouard. Né prince de Grande-Bretagne et d'Irlande, petit-fils de Victoria et d'Albert, il fut envoyé à l'âge de 15 ans dans l'Allemagne de ses ancêtres pour assumer le trône vacant du prince de Cobourg. Poussé par l'ambition d'être allemand sans conteste, il renie sa famille britannique pendant la Première Guerre mondiale. En 1922, un grand défilé de groupes nationalistes, le jour de l'Allemagne à Cobourg, a eu lieu. L'un de ces groupes était le parti nazi. Charles-Édouard y rencontre Adolf Hitler, qu'il apprécie. Pour lui, le national-socialisme était l'antithèse du socialisme et du communisme. Cobourg deviendra un bastion nazi. Lorsque la fille de Charles-Édouard, Sibylla, a épousé le prince héritier suédois Gustav Adolf en octobre 1932, les nazis ont obtenu une position exclusive. Il s'agissait d'un événement royal de premier ordre, sous l'œil vigilant des SA d'Hitler, qui protégeaient les nobles des pouvoirs de gauche, comme on les appelait. Une semaine auparavant, Hitler s'était rendu à Cobourg, mais n'était pas resté pour le mariage. Je pense qu'Hitler, qui n'était pas encore au pouvoir en 1932, aurait eu des réserves quant à sa présence et au fait d'être vu parmi tous ces nobles, car cela aurait aussi été une source d'irritation pour son électorat. La présence des SA n'a manifestement pas irrité les mariés.
Dans une lettre de remerciement, ils se sont sentis très à l'aise et en sécurité et que l'hôte était satisfait. Les assistants d'Hitler étaient à son goût. Les expressions de loyauté et d'allégeance se sont multipliées. En 1932, par exemple, il a envoyé un télégramme indiquant qu'il soutenait désormais le mouvement et son Führer. Il a ensuite rejoint le parti nazi relativement tard en 1933, devenant, je crois, l'un des plus importants des soi-disant nobles diplomates du Troisième Reich. Un commissionnaire né en Grande-Bretagne pour Hitler. Avec ce rôle, Charles-Édouard voyagea en Angleterre pour les funérailles de Georges V. Les chefs d'État du monde entier, couronnés ou non, s'y sont réunis en janvier 1936. Charles-Édouard fait partie du cortège funèbre en tant que neveu du défunt. Casqué d'acier dans son uniforme de la Wehrmacht, il s'engage en faveur de l'Allemagne hitlérienne. Son rôle était, après tout, convaincre les Anglais de l'inclination pacifique du régime d'Adolf Hitler. C'est-à-dire, il a servi le Troisième Reich et diffusé la propagande nationale socialiste en Grande-Bretagne. Cette loyauté fut reconnue. Les nazis le nommèrent président de la Croix-Rouge allemande, responsable des soins de santé, y compris dans les camps de concentration. Il devait imaginer que presque tous les présidents des Croix-Rouges nationales répondaient à Charles-Édouard. C'est donc ici que commence la diplomatie pour apaiser les forces de défense, même si l'on dit que les choses sont sous contrôle. Il n'y a pas besoin de visite extérieure. Lui-même n'a jamais visité de camp de concentration. Cependant, il a nié tout acte répréhensible. Un mensonge a été diffusé pour l'opinion publique mondiale, encore et encore, par quelqu'un qui prétendait être au-dessus de ces choses. Mais le fait d'appartenir à l'ancienne élite, d'être le petit-fils de la reine Victoria et de défendre la vérité a permis d'établir une certaine crédibilité. Il n'a guère eu de compte à rendre. Après la dénazification, il a été jugé moins incriminé et a reçu une amende de 5 000 marks en guise d'expiation. Ses proches britanniques ont gardé leur distance jusqu'à aujourd'hui. La relation entre notre maison allemande et l'anglaise a été essentiellement brisée. Je crois que c'était la façon des Anglais de montrer la porte aux Allemands. Ils ne voulaient rien avoir avec cela. Tandis qu'un Cobourg se rallie au Troisième Reich, le destin d'un autre est déterminé par le déroulement de la Seconde Guerre mondiale en Bulgarie. Le fils de Ferdinand, Boris III, régnait sur la Bulgarie depuis 1918 et en tant que souverain absolu depuis 1934. Ce furent des années d'or, notamment grâce aux bonnes relations commerciales avec l'Allemagne. Politiquement, mon père ne voulait pas être vu comme allemand, car la dynastie était allemande en origine. Il essaya de rester neutre. Pour un petit pays, dans un conflit global, la neutralité était délicate. La pression et les menaces augmentaient et il a dû céder à la fin. Au début de 1941, il accepta une alliance avec l'Allemagne nazie. Mais son obéissance avait des limites. Il s'est fermement opposé à Hitler en insistant pour que la Bulgarie déclare la guerre à l'Union soviétique. Il a également refusé de livrer les Juifs bulgares aux nazis, notamment à Hitler lui-même. D'une certaine manière, ce tsar était un héros, mais il a connu une fin tragique. À peine rentré d'une rencontre avec Adolf Hitler, Boris meurt dans des circonstances peu claires. Le rapport de police n'apporte que peu d'éclaircissements. Il pourrait s'agir d'un empoisonnement dont on n'a pas trouvé des preuves. Le pays pleure son héros. En pleine guerre, il laisse derrière lui sa femme et ses 2 enfants. J'ai vu ma sœur pleurer et j'ai su que quelque chose de terrible se passait. Le choc est venu après, quand les gens me parlaient comme si j'étais mon père.
J'ai compris que c'était mon tour. À l'âge de 6 ans, le jeune Siméon suit son père sur le trône. Un conseil dit de régence, dirigé par son oncle, devait gouverner à sa place jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. « Je vous salue, héros. Nous vous saluons, votre majesté. » Mais cela n'a jamais eu lieu. En 1944, les Russes marchèrent sur la Bulgarie et prirent le pouvoir. L'oncle de Siméon et les autres membres du conseil de régence furent exécutés. L'enfant roi n'a pas été blessé. L'occasion de fuir s'est présentée en 1946. La mère de Siméon a emmené ses enfants hors du pays, d'abord en Égypte, puis en Espagne. Pendant 45 ans, la Bulgarie a été sous le régime communiste. Jusqu'en 1989, date de la chute du rideau de fer. Nous regardions les nouvelles de Madrid avec mes enfants. Nous avons vu ensemble ces scènes insondables et tout de suite, mes enfants ont remarqué que je pleurais et m'ont demandé « Papa, pourquoi tu pleures ?» Je leur ai répondu « Vous ne pouvez même pas imaginer ce que cela signifie pour nous, parce que cela dépassait vraiment l'imagination et la croyance de chacun. » 50 ans après, Siméon rentra dans son règne. La réception préparée par son peuple dans un pays au bord du collapse était écrasante. Il voyait de l'espoir en lui. « 50 ans, c'est beaucoup de temps. Et tout a tellement changé, où que vous regardiez. Petit à petit, tout est devenu clair et cela m'a poussé à agir. En 2001, l'histoire s'est écrite de manière unique. Sous le nom de Simeon Saxe-Cobourg-Gotski, l'ancien roi de Bulgarie s'est présenté au Parlement en tant que citoyen, créant son propre parti en remportant les élections. Le jeune homme qui a été roi gouverne désormais en tant que chef de gouvernement démocratiquement élu. Je le jure. Les observateurs étrangers trouvent le bilan économique et politique du gouvernement de Siméon tout à fait remarquable. Siméon a conduit son pays vers l'OTAN et l'Union européenne. Les Bulgares se sont à peine aperçus, leur niveau de vie ne s'améliorant en guère. Après un mandat, le temps de l'ancien roi en gouvernement s'est achevé. Avec Siméon, un cobourg de culture européenne, ils ont un sens de responsabilité vers la nation. D'autre part, il y a aussi un jugement politique axé sur sa connaissance de la situation en Bulgarie et dans d'autres pays, qui l'amène à la conclusion que l'avenir des Balkans et de la Bulgarie ne peut se trouver qu'en Europe. L'histoire de la famille Cobourg reflète celle de l'Europe. Les grandes crises et les conflits sur le continent n'ont pas réussi à les retenir. Ils en font partie. L'unité européenne est d'autant plus importante pour le roi des Belges aujourd'hui, surtout depuis les attentats de 2016. Ces attentats, qui nous ont durement frappés, nous laissent un sentiment d'incertitude. Les crises aux frontières de l'Europe et leurs effets sur nos pays ont créé un climat d'instabilité et d'incertitude. À cela s'ajoutent les troubles au sein de l'Union européenne suite au Brexit. Tous ces événements révèlent aussi des fractures au sein de notre société. Notre union est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Nous avons aussi besoin de courage ici pour la défendre et continuer à l'améliorer.
Mesdames et messieurs, reconnaissons nos atouts et unissons nos forces. En Belgique et en Europe, nous avons confiance en l'avenir. L'union fait la force, dit le blason, la devise de la maison royale belge depuis 1831, lorsque le prince de Cobourg, Léopold, a été nommé premier roi des Belges. À Laeken, où repose Léopold Ier, la famille royale commémore chaque année le défunt de la dynastie et son père fondateur. Léopold était un grand roi à l'influence considérable. Notre roi actuel s'inspire beaucoup de lui. Léopold était le diplomate européen qui connaissait au mieux son pays et son continent. Quand je dis son pays, je parle en fait de ses pays, car Léopold a préservé l'unité de la Belgique. Si nous ne l'avions pas fait roi en 1831, la Belgique se serait probablement effondrée. Le 21 juillet 2013, le roi Philippe Ier prit son bureau. Le même jour, 182 ans avant, que son célèbre ancêtre a prêté serment en tant que roi fondateur des Belges. À la fin du XIXe siècle, les Cobourg régnaient sur la moitié du continent. À Bruxelles et à Sofia, ils ont fondé de nouvelles monarchies, et en Angleterre et au Portugal, ils se sont mariés à la maison royale de chacun de ces pays et ont consolidé leur trône. Il n'est pas dans la nature de la maison Cobourg de négliger l'Europe. Croyez-vous que ce soit quelque chose de génétique ? Je ne le sais pas, mais cela pourrait peut-être être prouvé à un moment ou à un autre, vous savez. Il s'agit sûrement d'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, cela signifie simplement que nous avons essayé d'apporter notre contribution au projet européen dès le début. Même en Belgique, le projet européen est de plus en plus critiqué. Il est très à la mode de trouver tout ce qui ne va pas en Europe. Mais aucun pays européen, pas même l'Allemagne en tant que force motrice de l'Union européenne, ne pourrait exister de lui-même. La seule chance pour nous, Européens, de faire ou de réaliser quelque chose est d'être une unité pertinente sur le plan culturel et donc de rester ensemble. Ce que la maison des Cobourg a appris avec le temps est ainsi vérité. L'unité fait la force.